Merci Gérard et bonjour à toutes et à tous. Le travail est-il encore une valeur qu'il faut défendre dans notre société contemporaine? Plusieurs phénomènes récents nous amènent à penser qu'il est légitime de se poser cette question. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle la grande démission. Ces salariés qui démissionnent en masse, qui quittent leur travail sans toujours savoir ce qu'ils feront le lendemain. La plupart de ces démissionnaires disent qu'ils partent parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur travail, qu'ils en sont devenus indifférents, ou encore parce qu'ils y souffrent de la pression de la hiérarchie, du manque de reconnaissance ou de considération. Et puis il y a un deuxième phénomène récent, des élèves d'écoles d'ingénieurs, à l'instar des élèves d'AgroParisTech l'année dernière, refusent de rentrer dans le travail tel qu'on leur propose, car ils en critiquent l'aspect néfaste pour la société. Et puis, il y a aussi, peut-être plus anecdotique, mais important, le débat de la gauche, le débat entre la gauche du travail et la gauche des allocs, qui est révélateur, malgré tout, de la question de la valeur travail. Il y a quelques années, on parlait surtout souffrance au travail, burn-out, stress, dépression, suicide parfois. Ou alors, à l'inverse, démotivation, indifférence. Aujourd'hui, il semble que les salariés victimes de ces maux réagissent. Ils démissionnent. Ils cherchent un travail qui a du sens pour eux. Ils cherchent un sens à leur vie en dehors du travail. Ils osent changer la vie, changer de vie. C'est cette rupture qui est surtout le fait des jeunes générations qu'il nous faut interroger. Comment expliquer ce phénomène de rejet du travail? Est-il dû à la détérioration des conditions de travail et du contenu du travail lui-même, comme certains le pensent? Ou bien est-il dû aux évolutions de la société contemporaine vers une plus grande autonomie de chacun, une plus grande liberté individuelle, faisant ainsi que chacun est plus exigeant par rapport à ce que lui procure son travail? Car comment expliquer alors l'augmentation importante du nombre d'abandons de postes dans des secteurs comme la coiffure, les crèches, la restauration, qui n'ont pas connu de changement notable dans leurs conditions de travail, qui ne sont pas soumis à la pression des actionnaires et de la concurrence internationale? Ces démissions, ces abandons de postes, sont-ils de simples événements conjoncturels liés à un renforcement de la position des salariés dû à une baisse du chômage? Ou traduisent-ils une tendance de fond, de remise en cause du travail comme fondement de notre vivre ensemble, mais aussi comme moyen pour chacun de se réaliser? Voyons un peu ce qu'a représenté le travail dans l'histoire. Si nous nous penchons sur l'histoire du travail, nous voyons qu'il n'a pas toujours eu cette place centrale dans la société. Dans l'Antiquité déjà, si je puis dire, il était dévalorisé. Il était réservé aux esclaves et les hommes libres, les citoyens, en étaient dispensés. Puis le christianisme en a fait un châtiment divin. Le mot travail aurait pour origine le latin tripalium, qui désigne un instrument de torture. Le travail a eu cette connotation négative jusqu'à l'époque moderne. Travailler était considéré comme une activité dégradante. Avec la révolution industrielle, le travail est vu comme le moyen de satisfaire à ses propres besoins vitaux. Il fallait des travailleurs qui aillent dans les usines sans y être contraints. Mais l'exigence de productivité et de rentabilité propre à la société industrielle, associée à la mise en place de techniques disciplinaires dans les usines et de conditions de travail difficiles, se traduisait alors par une exploitation importante et une aliénation des travailleurs. Mais pour les penseurs socialistes du XIXe siècle, le travail ne porte pas en lui-même l'exploitation. Il n'est pas par lui-même aliénant. Aussi,
Ainsi, pour Marx, libérer le travail des contraintes du capitalisme. Ainsi, pour Marx, il faut libérer le travail des contraintes du capitalisme. Dans la société communiste, dit-il, je cite, « C'est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de chasser le matin, pêcher l'après-midi, m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie. » Fin de citation. Une vision quelque peu idyllique du travail. Les penseurs socialistes français préconisent, plus directement encore, de prendre le contrôle sur son propre travail, sans attendre l'avènement du communisme. Et cela passe, pour Fourier, par le regroupement des individus en petites communautés, les phalanstères, où l'alternance des tâches pour chacun permet de réaliser l'harmonie pour tous. Pour Proudhon, par la coopération au sein d'associations, où les décisions sont prises de façon démocratique sur le modèle des coopératives ouvrières. Pour Lafargue, connu pour son essai « Le droit à la paresse », c'est par la réduction du temps de travail au minimum, grâce à la mécanisation, que l'on pourra reprendre le contrôle sur son travail. Aujourd'hui, le travail s'est transformé et dans bien des domaines, les conditions de travail se sont détériorées. Parmi les causes de ces détériorations, on peut citer bien sûr la mondialisation de l'économie, elle-même accélérée par l'utilisation de l'Internet et des outils numériques, et se traduisant par la pression des actionnaires sur les salariés et surtout, me semble-t-il, par l'accélération de toutes les transactions au sein des entreprises, mais aussi avec leurs clients et leurs fournisseurs, accroissant ainsi la tension sur l'ensemble des travailleurs manuels et intellectuels de la chaîne de valeur, de la chaîne logistique, qui va des commerciaux en passant par les agents logistiques, les travailleurs des centres d'appel, les livreurs, etc. Comme les travailleurs manuels du XIXe siècle étaient liés à leurs machines, aujourd'hui, ce sont les travailleurs immatériels, les travailleurs intellectuels, qui sont liés, connectés aux outils numériques et au rythme de travail qu'il impose. Même si, et c'est l'une des contradictions de notre époque, ce rythme de travail imposé n'est pas toujours compatible avec le travail intellectuel, qui est le travail de la parole et de la créativité. Aujourd'hui, ces travailleurs immatériels, c'est-à-dire les cadres, les travailleurs des services supports, les commerciaux, bureaux d'études et toute la hiérarchie intermédiaire, est, sous bien des aspects, autonome dans l'organisation de son travail. Mais leur travail, producteur de richesse en lui-même, peut ainsi être considéré comme exploité et le travailleur intellectuel aliéné, car son travail bien souvent lui échappe. Autonome mais exploité, on peut donc dire qu'il accepte son auto-exploitation. Certains diraient qu'il s'agit là d'une manipulation de sa subjectivité. Sa liberté, son autonomie est, à son insu, mise au service de l'entreprise qu'il emploie et devient ainsi, paradoxalement, instrument de son exploitation. L'autonomie dans son travail, même si elle permet d'alléger la pression de la hiérarchie, n'est pas la garantie d'un travail moins difficile. Même pour les travailleurs indépendants, on peut d'ailleurs voir aujourd'hui que le burn-out n'est pas l'apanage des salariés sous la pression de leur hiérarchie, mais que nombre de travailleurs indépendants, consultants, freelance, auto-entrepreneurs, en sont victimes. Le lien direct avec leurs clients s'avère souvent plus contraignant que la pression d'une hiérarchie au sein d'une entreprise. Bonsoir. Vous allez découvrir ou revoir pendant cette présentation 3 spots publicitaires en fait qui ont été très très largement diffusés ces 3 dernières années. Bon, vous inquiétez pas, ils sont courts, hein, c'est pas la nuit des publivores, mais voilà. Pourquoi de la publicité? En fait, il nous a semblé assez intéressant d'illustrer ce débat avec quelques spots courts
mais représentatif d'une certaine vision aujourd'hui du travail dans nos sociétés modernes. Alors, représentatif pourquoi? Parce qu'en fait, les marques, elles sont particulièrement à l'écoute du consommateur et donc des individus. Les publicitaires, eux, ils dépensent des fortunes pour non seulement comprendre et anticiper les besoins que le consommateur peut exprimer de façon logique et rationnelle, mais aussi pour parvenir à saisir ce qu'on pourrait appeler l'air du temps, en fin de compte. Ils s'adaptent très très vite, ils répondent sur mesure à des demandes qui sont à peine formulées, voire ils les anticipent ou bien ils les créent. Pour ce qui concerne le travail manuel d'aujourd'hui, plus que les ouvriers d'usine pour lesquels des progrès ont été faits pour limiter la pénibilité des tâches, ce sont les travailleurs des plateformes, comme les chauffeurs Uber par exemple, et les travailleurs de la logistique dans les entrepôts, les livreurs du dernier kilomètre qui vous apportent votre colis chez vous, comme Amazon ou Uber Eats, les agents de nettoyage, très bien décrits dans le livre de Florence Aubenas, Le quai de Ouistreham. Ce sont ces travailleurs, d'abord, qui sont soumis à des conditions de travail difficiles, et ceci d'autant plus que ce sont des milieux peu syndiqués, car n'ayant pas toujours le statut de salarié. Et là, on va vous passer une première illustration. Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. Je suis vraiment content de voir que les vélos cargo s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. On a démarré tout petit avec seulement 2 vélos. Depuis, on a grandi et on se développe aujourd'hui dans plusieurs centres-villes de France. À Colmar, Montpellier, Rouen, Strasbourg, Paris. Le développement durable, c'est une course de fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne direction. C'était la première page publicité. Donc là, comme on peut le voir, il s'agit d'un livreur, c'est une publicité Amazon. Ils appellent ça le manager du dernier kilomètre. En gros, même quand on est tout seul, livreur à vélo, on peut être un manager, d'après Amazon. Donc, il nous fait part un petit peu de ce qu'il redécouvre pendant le confinement. Donc, le calme de son quartier, une circulation apaisée. Il nous fait part un petit peu de sa satisfaction de découvrir l'aspect écologique du vélo cargo dans les paysages de demain. Donc évidemment, rien à voir avec le livreur qu'on connaît tous, qui prend des risques dans les grandes villes, qui est assujetti à des cadences complètement accidentogènes. Là, il est transformé en jeune responsable et écologique. Donc il roule tranquillement avec le sentiment d'aller dans la bonne voie, dans des villages agréables, des villes à taille humaine où la circulation elle est quasi nulle. C'est véritablement une balade du dimanche. Donc en clair, un travail responsable, en liberté, sain, et puis surtout, même un livreur peut être un manager. Alors maintenant, à l'opposé de la critique que nous venons de faire, de ce nouvel environnement qui exploite et aliène les travailleurs, certains voient dans celui-ci, dans ce nouvel environnement, d'abord des opportunités de se réaliser, d'être créatif, de pouvoir prendre des risques et surtout de ne pas dépendre d'une hiérarchie. Cette tendance que l'on trouve surtout dans les jeunes générations qui valorisent le risque, l'entrepreneuriat, les défis, la créativité est bien sûr aussi exploitée par la publicité. Ici, une deuxième illustration, c'est pour une publicité pour une banque. Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Je me suis battue, jour et nuit, pour que cette idée dans un coin de ma tête s'exporte maintenant au bout du monde. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. Et même si tout le monde m'a dit c'est le pire moment, je me suis lancée.
À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Donc là, dans ce spot, on voit immédiatement que l'idée, c'est de saisir les bons virages, se battre, travailler jour et nuit, se réinventer, se lancer dans les pires moments, exporter au bout du monde. Bref, on entend là le discours type de l'entrepreneur à l'affût qui gagne, mais aussi de l'entreprise de soi, en fin de compte. Une créativité personnelle qui est exclusivement mise au service du travail et de l'autonomisation. Et ce, malgré les crises graves, et là, en l'occurrence, celle du Covid. On a vu circuler beaucoup de chiffres très, très optimistes sur la création d'entreprises pendant cette période de crise. En même temps, si on les regarde de près, par exemple ceux de l'INSEE, ils révèlent surtout que les créations ont grimpé dans les services de livraison, essentiellement livraison à domicile et l'entreposage. Il y a environ 7 entreprises sur 10 qui se créent dans ces registres-là. Pour le reste, ça n'a pas forcément augmenté. Il y a de plus en plus d'études, en plus de ça, qui viennent contrer ce discours très sublimé de l'entrepreneur qui sait rebondir. Ces études, elles nous expliquent qu'à côté de quelques parcours héroïques, il y a une vraie réalité de l'entrepreneur qui est beaucoup plus dure. Les freelances, les web créatifs, les agents commerciaux, agents immobiliers, apporteurs d'affaires, voilà, tous ces gens qui ont souhaité, qui ont cru échapper à l'ennui et à l'aliénation au travail. Il y a quand même 77% de ces entreprises-là qui ferment avant 5 ans. Donc, pourtant, cette vision entrepreneuriale, elle reste quand même très, très ancrée aujourd'hui. Et elle est vraiment ancrée dans une espèce d'imaginaire collectif dans nos sociétés d'autoréalisation personnelle, qui en passe bien évidemment par le travail. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de traverser une période un peu particulière due à la pandémie. Et donc, on peut se demander si les changements donc, qui ont été provoqués par cette période, par la pandémie, donc, sont venus accentuer des phénomènes de solitude, par exemple, de manque de reconnaissance, de perte de sens du travail, de délitement de la dimension collective. Parce que le télétravail, ça n'est pas seulement en fait une nouvelle façon de travailler. Quand tout cet... C'est l'illustration de ce que je suis en train de dire. Le télétravail n'est pas seulement une nouvelle façon de travailler, il change la nature même du travail. De plus, il pose des problèmes de droit du travail. Ainsi, le droit à la déconnexion, le volontariat, les protections sociales sont sans doute à repenser dans ce nouveau contexte. Il y a actuellement 18 millions de salariés de bureaux et qui sont donc ainsi susceptibles de passer au télétravail. Mais ce faisant, enfin si on le faisait, cela créerait de nouvelles inégalités, car certaines tâches, en particulier les tâches manuelles bien sûr, ne sont pas télétravaillables. Le bureau, au contraire, le bureau où l'on se retrouve pour le travail est au contraire un lieu égalitaire, un lieu de relations sociales qui crée des liens et qui est utile à la qualité du travail, car c'est un lieu d'apprentissage du métier, c'est un lieu symbolique. Le télétravail poussé trop loin peut remettre en cause la dimension collective du travail. Il invisibilise les salariés. Alors, on regarde ce phénomène de solitude ressentie en télétravail tel que le décrivait Bernard pour un certain nombre. Pour d'autres, en fait, il s'est développé un sentiment qui est complètement différent et qui ressemble beaucoup plus à de la rancœur. Ils nous le disent lors d'enquêtes, ceux qui travaillent sont des privilégiés, ils évitent les risques de contamination. Pour nous qui avons des métiers de proximité qui sont déjà très très durs, en plus, il faut rester au front et continuer, alors qu'eux gagnent du temps de trajet et puis donc pas nous, et ils travaillent en plus potentiellement certains de leur maison.
Donc en gros, oui, ça peut ressembler à de la rancœur. Selon eux, cette forme de travail, elle est beaucoup plus confortable et elle permet aussi de mieux gérer tout ce qui est vie privée, vie professionnelle. Et au sein de ces métiers, hein, souvent mal considérés, ceux qui ne sont pas très télétravaillables, mal considérés et mal payés, le sentiment d'injustice, il a vraiment explosé. Ces présentiels, en fait, ils ont considéré effectivement qu'il s'agissait d'une inégalité de plus. Et on ne parle même pas de ceux qui ne trouvent pas du tout dans la sphère professionnelle un épanouissement social. Hein. Il y a un nombre d'interrogés qui sont très importants, qui nous disent qu'ils ont une vie sociale, personnelle, familiale suffisamment riche et dense pour pas du tout se sentir isolés quand ils ne sont pas au travail. En fait, ils se construisent ailleurs. Donc, il y a eu aussi une prise de conscience des travailleurs pendant cette pandémie qui aurait accéléré la prise de conscience que finalement la rémunération elle est sans commune mesure avec le service rendu ou l'importance des fonctions exercées dans l'économie. Il y a de nombreux employés qui ont pu prendre du temps pour réévaluer et repenser leur carrière. Selon le rapport de l'OIT de 2002, la Covid elle a mis brutalement en évidence les inégalités sociales et professionnelles qui existaient déjà. Ces inégalités, elles sont venues directement alimenter ce qu'on a appelé la grande démission dont parlait Bernard tout à l'heure et dont on a tous entendu parler finalement. Les entreprises du monde entier ont enregistré des chiffres records de personnes qui ont quitté leur emploi. Et puis, on a entendu aussi beaucoup dans les manifestations cette petite reprise du discours d'Emmanuel Macron, qui était lui-même une reprise d'une phrase de la DDHC. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. En fait, cette reprise, elle a largement infusé dans les métiers dits essentiels pendant les manifestations. Effectivement, eux, ils ont continué à travailler parce qu'ils n'avaient pas le choix, alors que la finance, elle a prospéré. On parle évidemment des soignants, mais on parle aussi plus globalement de tous les salariés dits de back-office, en fait, tous les métiers de service, tous ceux qu'on appelle en gros les invisibles. Ce sont quand même des métiers qui sont occupés par plus de 40% des actifs. Et finalement, c'est en manifestant ou en se retirant qu'ils deviennent visibles. Un grand nombre a tout simplement cessé de croire au discours sur le mérite, la justice de la société de marché, etc., etc. Une partie ne veut plus participer à ce qu'ils appellent en gros une fiction. Et selon la DARES, en 2022, il y a eu 520 000 démissions par trimestre, dont 470 000 qui étaient en CDI. Et là, les entreprises françaises elles font encore face aujourd'hui à des demandes de rupture conventionnelle avec un chiffre record de 454 000 ruptures en 2021. Donc, si ce taux il est élevé, mais pas non plus totalement inédit quand on compare, par exemple, au pic après la crise de 2008, il veut quand même dire quelque chose et ça ressemble un petit peu quand même à un symptôme. Essayons de prendre maintenant un peu de recul et de se demander comment on peut définir le travail. Sur quelles valeurs se fonde-t-il? Puisqu'on parle d'éthique donc du travail. Tout d'abord, le travail est un faire, car il permet d'agir sur le monde. On travaille pour gagner sa vie, certes, mais par là, nous créons des richesses pour la société. Le travail permet à chacun d'imprimer sa marque sur le monde, de créer des choses matérielles, mais aussi du savoir, du bien-être, de la beauté pour les autres. Qu'il s'agisse du travail de l'ouvrier ou de l'ingénieur, de l'infirmière ou de l'enseignant. Ensuite, le travail est aussi un partage, car il s'inscrit dans une relation avec les autres, de qui on attend coopération et reconnaissance. Il permet de nous intégrer dans la société. Ceux qui démissionnent protestent souvent contre le manque de reconnaissance dont ils s'estiment victimes. Mais aussi, le travail est un apprentissage, car il nous permet de nous réaliser, de nous améliorer par l'exercice d'un métier, d'une compétence au service des autres.
Et il permet aussi de nous émanciper de la condition qui nous est donnée par notre passé. Le travail participe ainsi d'une recherche de notre perfectionnement individuel. Ainsi, le travail est indissociablement, et j'insiste sur ce mot, un faire, un partage et un apprentissage. Quelles sont les valeurs qui fondent la primauté du travail dans notre société ? Le rejet du travail auquel nous assistons doit-il nous faire craindre le rejet des valeurs sur lesquelles il s'appuie ? Volonté d'agir sur le monde, partage au sein d'un collectif, perfectionnement individuel. Ou bien ces valeurs peuvent-elles être réalisées en dehors du travail, dont le seul sens serait alors d'être un moyen au service d'une fin qui lui serait extérieure? Ou bien encore, ce rejet du travail est-il annonciateur de nouvelles valeurs qui donneraient du sens à notre vie, hors ou dans le travail? Il semble néanmoins que ce phénomène de rejet ou simplement de retrait du travail traduit d'abord un repli sur la sphère privée, un désinvestissement des individus par rapport au collectif. Ce que l'on appelle la valeur travail semble donc céder du terrain à d'autres valeurs, plus centrées sur l'individu et qui sont censées donner plus de sens à la vie. Les démissionnaires mettent souvent en avant le fait qu'ils ne trouvent plus de sens à leur travail. Ou alors, pour le dire autrement, ils ne trouvent plus que le travail donne du sens à leur vie. Mais qu'est-ce qu'un travail qui a du sens ? Autrefois, le sens de notre travail nous était donné par notre entreprise. Aujourd'hui, les salariés sont plus exigeants. Leur demande de sens est plus individualisée. Chacun ne recherche pas le sens de la même façon, ni au même endroit. Ainsi, un travail qui a du sens, c'est d'abord un travail intéressant par son contenu, par les tâches à accomplir, qui permet d'utiliser pleinement ses connaissances. Et là, on vous montre une diapo qui vous montre les résultats d'une enquête auprès de jeunes de 18-24 ans à qui on a demandé qu'est-ce qu'un travail qui a du sens, en quelque sorte. Et donc, on voit ce qui arrive en tête, c'est l'intérêt du poste, le fait qu'il soit stimulant. C'est-à-dire, c'est bien le contenu du travail, les tâches à accomplir, en fait, qui leur permettent d'exercer leurs compétences, qui arrivent en tête. Mais un travail qui a du sens, c'est aussi un travail où l'on ne souffre pas, où l'on est bien. Et on parle de bien-être au travail, et où l'ambiance est bonne. Et là, c'est ce qui arrive en second, l'ambiance et le bien-être au travail, pour 86%. Mais cela ne suffit pas. C'est aussi un travail où l'on se sent en accord avec ses valeurs personnelles, qui peuvent être valeurs de préservation de l'environnement, de respect des droits humains, etc. C'est un travail qui apporte au travailleur une reconnaissance de sa contribution au bien commun. Le sens du travail passe ainsi par la reconnaissance de son utilité sociale. Et donc, pour 76%, c'est un travail qui est en phase avec ses valeurs personnelles. Et l'on voit en bas, d'ailleurs, quelles valeurs personnelles sont mises en avant et sont souhaitées en termes d'engagement des entreprises par les jeunes. Préservation de l'environnement, lutte contre le racisme et les discriminations, lutte contre les inégalités femmes-hommes. Mais le sens du travail peut aussi recouvrir le niveau d'autonomie dont on dispose pour l'exercer. Mais le niveau d'autonomie, il arrive ici avec 55% seulement, en fait. Et l'on voit d'ailleurs que ce qui arrive avec 55%, c'est aussi le fait d'être en CDI, c'est-à-dire avoir une stabilité dans son travail. Ce qui est quelque chose de relativement nouveau, je pense, puisque ce besoin de stabilité est beaucoup moins ressenti maintenant. Et également les perspectives d'évolution dans le travail, c'est-à-dire évoluer dans la hiérarchie, devenir chef, etc. Ça n'arrive
que 63% en fait. Donc c'est pas vraiment la première chose qui est recherchée maintenant. Mais le sens du travail peut aussi questionner la possibilité d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle afin de s'assurer une vie plus harmonieuse. On voit donc que la palette de sens est large et les publicitaires et autres consultants l'ont bien compris, qui nous vendent du sens au travail. Un travail où l'on se réalise, un travail où l'on est heureux, un travail où l'on contribue à la sauvegarde de la planète. Et on va illustrer donc ce fait par une prochaine vidéo. Là c'était aussi une illustration en fait. Donc les jeunes sont prêts à prendre des risques. Et donc voilà, 40% des étudiants des grandes écoles sont prêts à démissionner si leur entreprise manque d'engagement. Ça c'est aussi un phénomène assez nouveau. 63% sont prêts à prendre un poste plus précaire s'il leur apporte plus de sens dans leur travail. Alors, une petite vidéo. Caroline Delarue, je suis ferronnière d'art. Mon père était ferronnier d'art et il ne souhaitait pas que je reprenne cette entreprise familiale parce que pour lui c'était trop dur. J'ai fait un BTS commerce international et je suis devenue responsable formation qualité. À 30 ans, je me suis dit stop, c'est pas ça que je veux faire. Je lui ai dit ok, j'arrive, tu m'apprends tout et je reprends l'entreprise. Il m'a pas fait de cadeau, il m'a donné les marteaux les plus lourds et puis j'y suis allée comme ça en fait à la dure. On est dans notre bulle avec le feu, la matière et la forme qu'on veut lui apporter. Le fait qu'on puisse faire ça à partir d'un métal pas forcément beau au départ, ça c'est beau. Faut y aller en fait, faut oser arrêter ce qu'on fait et oser faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, on voit dans cette publicité qui s'appelle Les Inspirants, puisque en fait maintenant chaque annonceur, quand il crée une publicité, il lui donne un petit nom. Enfin, il y a même des épisodes. Donc là, ici, on retrouve plusieurs idées qui sont véhiculées, la transmission de savoir, les valeurs familiales léguées par le père en plus. Être élevé à la dure, pas de cadeaux, les marteaux les plus lourds, comme elle dit. La transformation aussi du lait en beau, la matière brute en art. Elle est aussi dans sa bulle. On retrouve là encore l'idée de valeurs familiales. Le travail sur la matière aussi, évidemment, le retour aux sources, au vrai, au concret. Donc là, la conclusion, elle s'impose en fait. Quand on regarde ça, la réalisation de soi, elle passe par le travail. Mais attention, le dur travail, pas le petit travail. Et puis, il faut oser arrêter de faire des choses qui n'ont pas de sens. Il faut faire ce qu'on a envie de faire pour se réaliser. Dans ce spot, c'est vraiment frappant de voir à quel point l'annonceur il a bien capté les envies, les aspirations en fait des individus. Donc ressources, les valeurs sûres, valeurs familiales, avec une petite pointe de modernité quand même, puisqu'on a une femme qui exerce un métier d'homme. Voilà. Alors là, on voit sur ces exemples-là en fait que le statut d'auto-entrepreneur, dont on parle beaucoup, est vilipendé par ceux qui y voient un nouveau moyen d'exploiter les travailleurs, tout en leur laissant croire qu'ils sont maîtres de leurs décisions. Ça, c'est par exemple les chauffeurs Uber et d'autres. Mais ce statut d'auto-entrepreneur, il est en même temps adulé par une part importante des nouvelles générations, pour qui l'autonomie dans le travail est plus importante que la sécurité que peut apporter le salariat au sein d'un collectif, d'une entreprise ou dans un bureau. Donc là, on va vous parler un petit peu de la psychologie positive. Alors, ça pourra peut-être vous surprendre dans un débat sur la valeur travail, mais il se trouve que la psychologie positive, en fait, c'est un mouvement qui est tellement important et qui a tellement infiltré tous les domaines
de nos activités et qui a donné naissance aussi à ce qu'on appelle le développement personnel. Il s'agit probablement, entre autres, d'un des éléments importants, d'une des pistes dont on peut se saisir finalement pour comprendre un petit peu le paysage et l'ambiance qui règne dans le monde du travail aujourd'hui. Alors, pour rappel, la psychologie positive, c'est un mouvement qui est issu de la psychologie, un mouvement où parfois une dérive pour les contradicteurs, chacun pourra juger. Donc ça s'est beaucoup développé à partir des années 90 et c'est une discipline qui s'intéresse surtout à tout ce qui est qualité de vie, ce qui est positif, au bien-être, plutôt que finalement aux sources des pathologies. En gros, l'idée des fondateurs, c'était d'arrêter de se focaliser sur finalement des sujets déprimants, papa, maman, les névroses, tout ce qui ne va pas, enfin en gros tout ce qui déconne, et de mettre l'accent sur ce qui marche et pourquoi ça marche. En fait, l'idée c'est de donner les clés pour faciliter l'épanouissement personnel et évidemment accéder au bonheur. Donc si avant on pensait que finalement la réussite dans divers registres contribuait au bonheur, par exemple être bien en couple, avoir un bon métier, avoir, bref, la santé et tout ce qui va avec. Maintenant, la psychologie positive, nous, en tout cas, elle soutient que c'est plutôt le bonheur qui, en tant que préalable, pourrait nous amener à la réussite. Donc ce mouvement, il a très très vite séduit, très rapidement, et les émotions, la positivité, le bonheur, en fait, sont vraiment devenus des objets d'étude dans toutes les disciplines. Le mouvement, il reçoit beaucoup de financement public et il en reçoit toujours. Et évidemment, des financements des entreprises aussi. Il y a des grands groupes comme Coca-Cola qui investissent des fortunes dans ces recherches. Bon, dans le fond, pour ces entreprises-là, l'idée, c'est de mettre en place des méthodes finalement de management qui seraient moins coûteuses, qui pourraient impliquer mieux les salariés. Évidemment, réduire les coûts liés aux dépressions, réduire le stress pour augmenter la productivité et faire adhérer à la culture d'entreprise. Donc très très vite, les économistes, les sociologues, les psys, les entreprises commencent à mesurer le bonheur avec tout ce qu'on connaît, l'imagerie cérébrale, les applications sur smartphone, bref, évidemment, toutes ces données, elles sont réutilisées ensuite, forcément. Et donc, du coup, le bonheur, ça commence à devenir une statistique de masse. Les gouvernements s'y intéressent de plus en plus. Et en 2013, l'ONU décrète la Journée internationale du bien-être et du bonheur. Donc, ce fameux bonheur devient vraiment un objectif politique. L'OCDE et les entreprises commencent à créer leurs propres indicateurs. Et après la crise de 2008, mesurer le bonheur, c'est devenu très rapidement vraiment une vraie boussole en fait, économique et politique. Donc aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de critiques qui s'élèvent contre ce qu'on peut appeler une nouvelle idéologie qui est centrée sur l'individu. Bon, toujours les mêmes, des sociologues, spécialistes du droit du travail, philosophes, etc., qui critiquent en fait ces injonctions à se recentrer sur soi, à se replier sur sa petite sphère intérieure et ses petits bonheurs personnels. Pour eux, en fin de compte, nos émotions, déjà, elles sont pas un capital à faire fructifier. Et puis ce mouvement-là, il pose quand même plusieurs questions. Par exemple, si on interroge ce que c'est que le bonheur, et comment est-ce qu'on le mesure, ça devient beaucoup plus compliqué. La colère, par exemple, qui serait évacuée, et l'anxiété, la colère, voilà, est-ce que c'est réellement négatif? L'anxiété, on sait très bien que ce sont des facteurs en fait qui nous permettent justement de percevoir autour de nous ce qui ne va pas et de nous alerter justement pour modifier nos environnements immédiats. Donc, est-ce qu'il faut réellement les mettre au second plan, les nier, etc. Voilà, bref, autant de questions en fin de compte qui restent sans véritable réponse dans la logique de ce mouvement et puis surtout qui peuvent étouffer toute revendication sociale ou politique puisque finalement critiquer, c'est être un petit peu négatif. Donc, si pour ce qui concerne les gouvernements, comprendre de citoyens, en fin de compte, pour mesurer l'impact de politiques publiques,
sans avoir à l'interroger véritablement. C'est pratique, c'est plus simple. Pour les entreprises, en fait, il y a d'autres enjeux qu'on peut lister et on a déjà commencé un petit peu à en parler. C'est évidemment réduire l'absentéisme, des arrêts maladie pour cause de dépression, burn-out, stress, mais également de réprimer donc des critiques de management, là pour le coup, qui seraient nocives ou bancales, et dans la foulée, évidemment, d'améliorer leur image de marque. Une espèce de cache-misère. Hein. Alors, on peut se demander comment finalement un discours aussi naïf pourrait fonctionner. Une des pistes serait qu'il est en fin de compte parfaitement compatible avec nos politiques libérales dominantes, hein, en fait, qui sont de mettre l'accent sur un maximum de plaisir individuel, accéder enfin à son être intérieur pour trouver son vrai moi, consommer un maximum de thérapie, de livres, de coaching, de blogs, de séminaires, d'applications, etc., etc. Et associer le bonheur en même temps à une réussite individuelle choisie par le sujet, finalement, c'est quand même assez valorisant pour le sujet. Donc les individus sont un petit peu complices aussi. Une autre piste, ça serait, pourquoi pas, que finalement la capacité du capitalisme à survivre et à intégrer et à intérioriser toute critique pour se l'approprier donnerait ce résultat-là. En gros, maintenant, vous voulez du sens, vous voulez encore du sens, vous voulez en plus du sens au travail, eh ben, très bien, ça aussi, on peut le produire et on peut vous le vendre, même au boulot, en fait. Donc, avec l'essor complètement incroyable du développement personnel, il n'y a qu'à voir les FNAC et autres vendeurs de livres, hein, les stands sont assez impressionnants. Finalement, le moi individuel, il est maintenant devenu comme une espèce d'autorité, considéré comme une instance suprême. Et puis, bien sûr, les discours qui vont avec, hein, s'écouter plus, prendre soin de soi, s'augmenter, écouter son corps, s'autoriser à devenir la meilleure version de soi-même avec des guillemets, se mettre en mode ceci ou cela. Bon, d'ailleurs, on remarquera au passage le discours très numérisé hein, de l'affaire, hein, comme s'il y avait des boutons switch on-off. En gros, il s'agit d'enseigner à tous l'art et la méthode pour être heureux. Et puis évidemment, tous les indicateurs se multiplient encore plus. Hein. Donc, auto-management émotionnel, impératif d'authenticité, épanouissement personnel, vision idéale de soi, etc., etc. Donc, si pour cette idéologie, entre guillemets, tout objectif est atteignable à condition de le vouloir, de se prendre en main, de choisir la positive attitude face à l'adversité, finalement, quand vous êtes malheureux, ça n'a rien à voir avec un contexte social, des crises ou des politiques inadaptées. C'est à vous de trouver les ressources en vous-même pour nos politiques. Donc, il n'y a plus besoin finalement de soutenir l'individu puisque ça doit venir de lui. Et bien sûr, pour les citoyens qui arrivent à s'en sortir, hein, qui tirent leur épingle du jeu, finalement, c'est super valorisant de voir leur réussite qu'à eux-mêmes et d'accéder enfin au bonheur personnel sans l'aide de personne, sans avoir été assistés. Finalement, les autres, ils n'ont qu'à faire l'effort, travailler sur eux-mêmes et puis saisir les opportunités. En gros, l'idée maîtresse hein, dans cette ambiance, c'est de devenir auto-entrepreneur de soi-même. Et évidemment, les entreprises, elles suivent le mouvement, hein, alors que le taylorisme, à l'époque, impliquait que le salarié s'adapte à son poste de travail. Aujourd'hui, nos carrières, elles sont complètement singularisées à l'extrême et quasiment pour chaque personne, pour ses besoins émotionnels, ses motivations, son bien-être, etc., etc. Elle va enfin nous aider à nous épanouir au travail. Et en gros, il y a une nouvelle vision qui s'est mise en place et qui responsabilise de plus en plus le salarié et lui demande beaucoup plus d'implication parce que finalement, en plus de son métier, maintenant, il doit travailler sur des projets professionnels. Sa carrière est complètement morcelée. Il doit penser future évaluation, travailler ses interactions avec l'entreprise et les autres. En fin de compte, au lieu de reconnaître une fois pour toutes la compétence d'un salarié, on va lui demander de diviser sa carrière en une suite de projets qui seront tous
évalués les uns après les autres. Et là, on vous montre d'ailleurs le genre de fiches qui circulent assez abondamment dans les grandes entreprises, mais de plus en plus les moyennes aussi. Donc l'autonomie, elle est de plus en plus valorisée. Le salarié est soi-disant de plus en plus indépendant et libre de ses initiatives. L'entreprise, du coup, se déresponsabilise de plus en plus progressivement, finalement, des échecs de ce qu'elle appelle aujourd'hui des collaborateurs. Alors qu'en fin de compte, une grande majorité des salariés, ils ne choisissent ni leurs tâches, ni leur temps de travail, ni leur projet, ni la méthode, ni les objectifs, évidemment. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi, de se prendre en main. Et avec le bonheur au travail, en fin de compte, il faut recycler le négatif en ressources positives et les mettre à la disposition de l'entreprise. Donc, là, l'idée, on voit qu'elle commence à ressembler à une mise au pas, bon, en douceur, mais c'est quand même une mise au pas. Il faut entretenir son profil à côté de ça aussi. S'adapter aux tendances, rester employable, multiplier les représentations sur des plateformes telles que LinkedIn et autres, participer à des évaluations massives en ligne ou en entreprise d'ailleurs, avec des indicateurs qui sont de moins en moins objectifs si on regarde bien. Les tests de personnalité, de socialité, tests de charisme, de tempérament, voilà. Et même si, en fin de compte, c'est assez violent d'être jugé professionnellement sur sa personnalité, aujourd'hui, il faut quand même souscrire à la culture de l'entreprise et s'y conformer. Donc, avec tableau de gestion de projet, fiche d'interaction positive, accompagnement du changement, etc., etc. Un petit mot aussi sur la résilience, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. C'est devenu vraiment le mantra de ces dernières années. Ce mot de résilience qu'en fait très peu de Français utilisaient il y a quelques années. Il est maintenant dans chaque discours, chaque expérience racontée, chaque conseil prodigué, dans tous les nouveaux programmes de management RH. Ce mot est injecté à toutes les sauces partout. En fait, ce n'est pas uniquement une vision économique qu'on met là en avant, mais c'est surtout la valorisation d'un individu totalement autonome, flexible, qui positive et qui accepte tout sans rien demander, sans se plaindre. La fameuse phrase de Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. En fait, ça devient vraiment le principe même de cette fameuse résilience, alors que le terme, au départ, ce n'est pas tout à fait ce que ça voulait dire. Il est devenu de plus en plus populaire, c'est devenu une injonction qui est utilisée dans tous les contextes. Dès que des difficultés se présentent, conditions de travail dégradées, crise sanitaire, injustice sociale, etc. Ce terme, il responsabilise l'individu qui n'accepte pas, en fin de compte. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut plus échapper à ces témoignages de recyclage, de souffrance, d'expériences positives grâce à un travail sur soi, cette fameuse résilience. On a tous entendu des histoires de vécu professionnels durs, tristes, qui ont été transfigurés en dépassement de soi, au point même de contribuer à produire des techniques pour booster les carrières et être modélisés pour être mis à la vente. En fin de compte, il se pourrait bien que ce terme de résilience soit de plus en plus perverti jusqu'à se fondre avec l'idée d'acceptation et de renoncement qui exclut toute plainte, toute revendication, toute critique, une espèce d'arme d'acceptation massive. Moi, je connais pas la routine. Journaliste, apprenti chef et chanteuse, je trace ma route. Entre boulot, fourneau, micro, bien loin du métro, boulot, dodo. Et toi, t'arrives à suivre ? Chez Hello Bank, on fait tout pour vous suivre avec l'essentiel d'une grande banque dans votre mobile. Hello Bank, mobile comme vous. Alors celle-ci, elle est extraordinaire. Effectivement, ouais, c'est Hello Bank. Donc ça s'appelle La Passionnée. Je vous disais, ils ont tous un nom en fin de compte. Il y a une version masculine aussi. On va vous l'épargner, mais voilà. Donc ici, tout ce qui fait définir en fin de compte la précarité d'emploi, notamment des jeunes, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est complètement transfiguré. Donc le travail morcelé, les jobs, les horaires éclatés, ça devient créativité, souplesse, mobilité. Donc ces cumuls de jobs, c'est j'expérimente mes passions, je fuis la routine.
Et puis le manque de temps, évidemment, c'est je suis très active, je trace ma route. D'ailleurs, elle le dit, je trace ma route. Voilà, cette publicité, elle date de 2019, elle n'est pas si vieille. Hein. Ça nous raconte des histoires en forme de métier passion, en forme de quête d'épanouissement, qui s'adresse aux jeunes, évidemment. Bon, les jeunes qui travaillent, hein, parce que c'est une banque quand même. Hein. Donc, loin de la routine, hein, avec un quotidien varié, intense. Donc là, on a une espèce de mise en valeur à nouveau de la capacité à être flexible, à passer d'un emploi du temps à un autre, à gérer l'incertitude, hein, et finalement toute l'angoisse que ça peut générer, à avoir toujours le bon côté des choses et vraiment transfigurer une réalité qui est quand même super dure en expérience positive. Hein. Bon, d'où le titre, hein, d'ailleurs, La passionnée. Bon, la réalité, on la connaît, elle est pas tout à fait celle-ci. Hein. Bon, la précarité des jobs étudiants, la misère financière, etc. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et puis on a cette question aussi en fin de spot, hein, qui est provocatrice, hein, finalement, en forme d'impératif absolu. Hein, je ne sais pas si vous avez regardé. Et toi, tu arrives à suivre. Donc en gros, voilà, c'est une espèce de mise au défi, de challenge qui est lancé finalement aux jeunes. Et c'est parfaitement bien intégré à la sortie de l'adolescence, hein, que finalement la valeur travail épanouissante, en fait c'est ça. Et il se trouve que ce spot, en plus, il est sorti quelques jours après l'immolation de Anas, un jeune étudiant qui s'était mis le feu pour, justement pour alerter sur la précarité, hein, et la détresse des étudiants. Donc, à mon avis, il n'arrivait pas à suivre. Hein. Voilà. Alors, en conclusion maintenant, il semble que dans ce débat sur la valeur travail, il y a accord sur son utilité économique. Le travail est toujours perçu comme nécessaire à la satisfaction des besoins vitaux d'une société. Il n'y a pas de société sans travail, car le travail, qu'il soit salarié, indépendant, familial ou bénévole dans une association, est toujours la seule source de richesse. Mais au-delà de cet accord, deux perceptions du travail s'affrontent. L'une positive, où l'on met en avant ses aspects d'outils de réalisation de soi, en même temps qu'outils de socialisation, et par là ciment de la société, qui lie les individus entre eux. C'est cette vision qui est soulignée par le slogan de la valeur travail, et qui est reprise dans le débat public en ce moment. Cette vision du travail est encore celle de la grande majorité des travailleurs, comme le montrent toutes les enquêtes. L'autre vision du travail souligne que celui-ci fait inéluctablement l'objet d'exploitation, voire d'aliénation. On en pointe les risques, les dégâts physiques ou psychologiques qu'il produit. Cette vision, c'est celle qui prône le retrait, voire le rejet du travail, qui nous enjoint de ne pas nous laisser engloutir dans le travail. Cette mise à distance commence par le phénomène de ce que l'on nomme aujourd'hui le quiet quitting, la démission silencieuse, consistant à ne travailler que le juste nécessaire. Cette tendance toucherait actuellement 37% des actifs. Ce retrait du travail peut aller jusqu'à la démission, voire à l'abandon de poste, soit pour trouver un nouveau travail qui a plus de sens, soit pour trouver un sens à sa vie en dehors du travail, dans des activités associatives, sportives ou autres. Donc finalement, après avoir critiqué quand même abondamment ce mouvement massif qui tend à museler un petit peu les questionnements légitimes, hein, en fait, du travailleur, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver finalement quelque chose de positif à ces entreprises et à cet environnement, à vouloir nous rendre heureux absolument au travail, à vouloir faire notre bonheur. Encore, il faudrait qu'on s'entende un petit peu sur qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et est-ce que c'est vraiment de la responsabilité des entreprises de nous l'inculquer. Est-ce que finalement, l'idée de simplement ne pas souffrir au travail, ça ne serait pas plus réaliste, une espèce d'alignement finalement entre ce qu'on désire, ce qu'on fait, essayer de faire en sorte de réduire les tensions internes qui nous permettraient d'éviter de trop grands écarts entre nos aspirations finalement et nos contraintes, tout en essayant d'éviter de se faire happer par
par toute forme d'injonction au bonheur et à l'entrepreneuriat, à l'activité agitée. En gros, ces formes de renoncement dont on a parlé, hein, le quiet quitting, les reconversions, etc., ces formes en gros de renoncement, est-ce que ça pourrait être des symptômes qui vont bientôt nous obliger à repenser très sérieusement le rapport qu'on a au travail et pourquoi pas sans y surajouter en permanence plus de valeur qu'il en a réellement. En fait, parce que ce nouvel individu qu'on voit tous qui traverse finalement l'existence en sujet isolé, avec son projet personnel, ses objectifs psychiques, individuels, sa version idéalisée de lui-même, etc., ses objectifs à atteindre. Il vit plus sa relation au monde via des objectifs politiques, collectifs et sociaux, du tout. Et il est bien possible que cet individu-là, il voit pointer une grosse déprime, en grande partie liée au non-sens de cette quête du bonheur au travail en forme d'obligation. Alors, certes, mais si l'on ne défend pas la position centrale du travail, dans ces trois dimensions indissociables de faire, de partage et d'apprentissage, c'est-à-dire de créateur de richesse, de dignité, de reconnaissance sociale et d'émancipation individuelle, ne risque-t-on pas alors de voir se déliter encore plus la cohésion de la société qui est déjà bien mal en point? Le travail peut-il être réduit à n'être qu'un moyen de gagner sa vie pour trouver un sens à celle-ci en dehors? Notre société contemporaine, sous les coups de boutoir de l'ultralibéralisme économique et de l'individualisme sociétal de ces dernières décennies, tous deux accentués par les moyens de communication numérique et les réseaux sociaux, ne souffrent-elles pas plus d'un manque de collectif, de commun, que d'un manque d'autonomie individuelle? Aussi convient-il sans doute de s'interroger sur l'équilibre à trouver entre l'individuel et le collectif, entre l'autonomie et la coopération, entre la liberté individuelle et la cohésion sociale. Ces débats prennent aujourd'hui un tour nouveau dans une société contemporaine mondialisée et de plus en plus virtuelle. C'est pourquoi l'éthique du travail doit être repensée. C'est ce que nous avons essayé d'initier ici et pour laquelle nous attendons vos contributions et tout simplement vos interrogations.